Bonjour à tous, alors bienvenue dans notre rendez-vous mensuel, le dialogue avec la nation avec Jacques Cheminade. On va passer ensemble 1 heure ce soir pour lui poser nos questions. Ni euro, soyons francs, c'est le titre de cette émission ce soir. Alors on va y revenir évidemment tout à l'heure. Je voudrais qu'on commence sur une question extrêmement chaude, extrêmement brûlante et de plus en plus menaçante qui est le problème du déploiement de l'OTAN en Europe de l'Est. Voilà, dont les médias ne parlent pas ou pas assez, qui est absolument fondamental. À cet effet, le ministre des Affaires étrangères, Steinmeier, en Allemagne, vient de critiquer les politiques de son propre pays qui envoie des troupes en Europe de l'Est. Ça peut créer en fait tout un ensemble de conséquences. Et la première question à Jacques Cheminade est donc la suivante. On se souvient qu'en 2003, Gerhard Schröder avait été le premier à s'opposer à l'attaque américaine contre l'Irak et que Jacques Chirac l'avait suivi. Quelles seront, selon vous, les conséquences de ces déclarations de Steinmeier en Allemagne et en particulier, que pensez-vous que devrait faire le président français ? Je rectifierai un peu d'abord ce qui a été dit. Schröder et Chirac l'ont fait en même temps et d'un commun accord. Alors, aujourd'hui, Steinmeier dit ce que le gouvernement français devrait dire. Mais ce que le gouvernement allemand ne dit pas non plus. Donc, Steinmeier se positionne pour le futur. Mais il y a une urgence en présent. C'est la réunion à Varsovie de l'OTAN. C'est le 6 et 7 juillet, c'est maintenant. Et c'est quand même assez extraordinaire de voir l'OTAN se réunir à Varsovie, alors que la raison d'être de l'OTAN à l'origine était de combattre le pacte de Varsovie, qui était celui des pays dits satellites et alliés à l'Union soviétique. Alors, ce qui se passe, c'est que la crise des missiles de Cuba est en train de se jouer à front renversé. Au moment de la crise des missiles de Cuba, les Russes avaient déployé leurs missiles à Cuba, violant ainsi un principe non écrit, mais une promesse au moment de la guerre froide. Et les Américains ont réagi, et finalement, les Russes ont dû rapatrier leurs missiles. Aujourd'hui, c'est une promesse qui n'a pas été écrite, mais qui a été verbale, qui avait été faite à Gorbatchev puis à Yeltsin, que, compte tenu de la réunification en Allemagne de l'Est, l'OTAN pourrait se redéployer en Allemagne de l'Est, puisque l'Allemagne formait une unité, mais pas au-delà, qu'elle n'irait pas en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne ou en Roumanie. Aujourd'hui, voilà que l'OTAN déploie ses Aegis, ces armes dites antimissiles, mais dont les plateformes de lancement peuvent être retournées en armes offensives. Elle déploie ses Aegis, donc en Roumanie, bientôt en Pologne, et qu'en même temps, pour la première fois depuis 1945, les chars allemands franchissent la frontière à l'est de la Pologne. Il y a de quoi être inquiet si on est russe. C'est comme si on mettait des fusées russes à Acapulco ou même à Porto Rico. Donc on comprendrait à ce moment-là que les Américains réagissent. Donc on se trouve dans une situation où, poussé par la crise financière, il y a une volonté d'étendre son espace vital, ce qu'on appelait à l'époque l'espace vital, des intérêts financiers de l'Ouest, du monde transatlantique. Et c'est là que les Russes réagissent. C'est une situation extrêmement dangereuse, parce que les Russes réagissent en disant, voilà, nous donnons aussi, si nos alliés sont menacés et nos intérêts vitaux, nous donnons la faculté de réagir en procédant à une première frappe. Et les Américains tentent aussi d'exercer un chantage en ce sens, tout en se donnant les moyens d'éliminer la possibilité de contre-frappe, de deuxième frappe russe. Donc on est dans une situation beaucoup plus grave que lors de la crise des missiles de Cuba, où c'était la destruction mutuelle assurée, où on disait, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté, le nucléaire, c'est tout ou rien. Maintenant, on est dans la possibilité de dérapage, puisque des armes nucléaires tactiques peuvent aussi être porteurs d'armes simplement non nucléaires. Donc, on peut passer de l'un à l'autre dans une très grande ambiguïté. Donc, voilà la situation. Elle est très grave et on ne peut pas
la résoudre simplement dans des termes purement militaires. La seule manière d'y apporter une solution, c'est de faire ce que font les BRICS, c'est-à-dire créer un système gagnant-gagnant à l'échelle du monde, dans lequel les différents pays du monde participeront. Et c'est dans ce développement mutuel harmonieux qu'on trouvera les moyens de la paix. C'est la paix par le développement économique mutuel. Donc voilà l'horizon qu'il faut défendre. Et Steinmeier a une certaine idée de cet horizon, puisqu'il a fait aussi une autre déclaration où, il y a quelques 15 jours, il a reconnu l'importance et l'intérêt de la nouvelle route de la soie. Donc nous aussi, puisque nous avons accueilli à Lyon le premier train de la nouvelle route de la soie venant de Wuhan jusqu'à Lyon, et nous avons aussi préparé le nouveau train venant de Moscou jusqu'à Lyon. Donc nous sommes à la fois dans une logique de sanction, il y a eu la Russie, et en même temps nous faisons affaire avec elle comme au forum de Saint-Pétersbourg. Donc il faut se décider, c'est ou l'un ou l'autre. Et pour nous, c'est tout intérêt à avoir une relation de développement mutuel avec la Russie, avec la Chine et avec l'Inde, avec tous les pays des BRICS, et c'est là qu'il faut en arriver. Et une politique d'indépendance de la France, où l'on reconnaît le droit des peuples à définir leur destin, voilà quelle devrait être notre politique, qui était celle du général de Gaulle, et qui a été qu'a suivi jusqu'à ce que Nicolas Sarkozy réintègre le commandement intégré de l'OTAN. Donc il faut revenir à cette politique de véritable indépendance nationale, et qui ne peut être basée que sur l'entente, la détente et la coopération, c'est-à-dire sur un développement mutuel. Ceci nous amène à la question des États-Unis. On souhaiterait effectivement une politique moins belliqueuse après l'élection présidentielle, après Obama. Que pensez-vous de Donald Trump et de Hillary Clinton? Ben, c'est un cirque, l'élection présidentielle américaine. Un cirque avec les jeux et de moins en moins de pain. Trump est un homme dont toute la carrière a été faite autour des avocats et des intérêts financiers de New York associés à McCarthy, au fameux McCarthyisme, avec un avocat qui s'appelle Roy Cohn, qui a été celui qui a attaqué à plusieurs reprises et depuis très longtemps Lyndon LaRouche, qui a fait la carrière, maintenant il est décédé, de Trump. Et Trump donne différentes impressions, c'est comme une sorte de manteau d'arlequin qui tend de différentes couleurs pour tenter de se faire élire. Ces excès, d'ailleurs, sont en train de créer maintenant un sentiment de rejet dans le peuple américain. Beaucoup de Français de la droite pensent que, Marine Le Pen l'a dit, qu'elle voulait s'associer à Trump, qu'en effet, Trump veut sortir de l'OTAN, enfin, ne veut pas que l'OTAN s'étende en Europe et que les Américains continuent à dépenser de l'argent pour protéger militairement les Européens. Trump a dit qu'il voulait abaisser les impôts pour les Américains aux ressources moyennes. Trump a dit qu'il allait arrêter les aventures américaines à l'étranger. Bref, il dit tout et n'importe quoi, y compris de faire un grand mur pour empêcher les Mexicains de rentrer aux États-Unis, et il s'en prend à la Chine. Donc c'est tout à fait incohérent, et c'est simplement la politique d'un spéculateur en politique. Alors Hillary Clinton est une excellente professionnelle face à ça, dans tous les sens du terme. Je dirais qu'elle a parcouru les rues de Washington pour les intérêts de Barack Obama, et qu'elle a poussé à une politique belliqueuse jusqu'au boutiste, y compris l'exploitation du printemps arabe, où elle se trouvait en relation étroite avec les frères musulmans, et où à Benghazi, elle a participé à cette terrible affaire de l'assassinat de l'ambassadeur américain, auquel le département d'État ou le FBI ou le CIA ou toutes les organisations américaines n'ont pas porté secours. Ils n'ont pas porté secours parce qu'ils avaient fait des arrangements avec ceux qui l'attaquaient. Et ces arrangements voulaient qu'on transporte des armes de Libye en Syrie pour faire tomber Bachar el-Assad. Donc ce genre d'arrangement est très dangereux. Vous savez, on a dit à un moment donné que les États-Unis, l'Arabie saoudite et le Qatar finançaient les bons terroristes, Al-Qaïda et le Front Nosra et l'armée syrienne libre, qui est terroriste ou ne l'est pas selon la façon dont on l'examine, mais qui donne des armes aux terroristes, contre les mauvais terroristes, c'est-à-dire l'État islamique. Il n'y a pas de bons et de mauvais terroristes, il n'y a que des terroristes. Et Vladimir Poutine a eu raison de le dire,
Et il a eu raison de prendre position en Syrie, vu que les forces occidentales n'avaient pratiquement rien fait pour contenir vraiment Daesh comme on aurait pu. Donc on a joué des jeux malheureux avec l'Arabie saoudite, avec le Qatar, et on a continué à le faire jusqu'à maintenant. Maintenant, on est obligé un peu de reculer du fait de la présence de Poutine. Donc voilà, alors qu'en réalité, il faudrait une association de tous ceux qui ont intérêt à combattre le terrorisme, y compris la Russie et l'intérêt bien conçu des États-Unis, et les pays européens, tous ensemble pour combattre le terrorisme. Voilà ce qui devrait être notre politique. Or, ce n'est pas celle que nous suivons. Nous menons un peu une politique du chien crevé au fil de l'eau, et comme on a dit à Hollande, il serait temps de faire président. Alors justement, en parlant de François Hollande, on va revenir au sujet de ce soir. Ni euro, soyons francs. Alors je ne vais pas dévoiler le jeu de mots, ça serait un peu dommage. L'Euro 2016, tout d'abord, qui se déroule dans un contexte de très très forte instabilité, comme vous le savez. Il y a les violences des hooligans, il y a le terrorisme, il y a les manifestations, les grèves. Alors je rappelle à ce titre que cet Euro 2016 a lieu en plein état d'urgence. Qu'il y a eu donc les événements à Orlando, les événements tragiques à Orlando et à Magnanville, qu'on est dans une période d'alerte attentat terroriste extrêmement forte. Jacques Cheminade, si vous étiez à la place de François Hollande, auriez-vous maintenu l'Euro 2016 ? Alors voilà, l'euro est devenu une sorte de cirque romain. On se bat dans les rues entre partisans d'une couleur et de l'autre, comme à Rome. Le football est devenu une entreprise complètement corrompue et l'euro se déroule malgré l'état d'urgence proclamé. Donc on proclame l'état d'urgence et en même temps on laisse se dérouler l'euro avec tous les dangers que ça peut comporter. Il faut savoir, est-ce qu'on est en état d'urgence ou non? Alors, je n'ai pas toutes les informations dont dispose le président de la République, mais moi-même j'aurais tranché. J'aurais dit, il y a état d'urgence, et alors il n'y a pas d'euro, ou il y a euro, mais alors il n'y a pas d'état d'urgence. On ne peut pas avoir tout sous sa main. Et je constate que la tentation a été forte d'utiliser l'état d'urgence pour arrêter les manifestations des syndicats contre la loi El Khomri. Et là, comme l'ont dit Martinez et Mailly, FO et la CGT, c'était quelque chose d'absolument invraisemblable. Donc finalement, le gouvernement a reculé, et il admettra une manifestation qui tournera un peu en rond autour de la Bastille. Donc on est dans des conditions où on se ridiculise. On tourne en rond autour des stades de l'Euro, on tourne en rond autour de la Bastille, on l'autorise, on n'autorise pas. Face à un terrorisme déterminé, face à des ennemis à la City, à Wall Street, qui eux aussi sont déterminés et tolèrent et sponsorisent le terrorisme, on ne réagit pas. Il serait temps qu'on ait un véritable État, parce que c'est seulement un État sûr de lui, capable de représenter une cause juste, qui peut à la fois combattre le terrorisme et arrêter la logique de dérégulation, qui est la logique des marchés financiers, pour imposer partout le renard dans le poulailler, pour égorger les poules. Et les poules, c'est nous. À propos des événements récents à Orlando et Magnanville, certains se demandent si on n'a pas affaire à une nouvelle forme de terrorisme, puisque là on a vu effectivement des terroristes se réclamer, faire allégeance à Daesh à la dernière minute. A-t-on effectivement affaire à une nouvelle forme de terrorisme et que faire face à cela? Il n'y a pas de loup solitaire, il y a des loups parrainés, étiquetés. Donc c'est ça qui se manifeste. Et face à cela, ce que nous devrions faire, c'est vraiment, en nous-mêmes, appeler toutes les ressources propres à un être humain et pas chercher à participer aux différents jeux. Et je dirais de ce point de vue que quelqu'un qui, en pleine crise, va dans une boîte de nuit comme à Orlando, ou encore quelqu'un qui va assister à un match de l'Euro, ou encore quelqu'un qui va assister à un concert de musique classique ou non, pour se sentir mieux et se cultiver, élever son esprit. Tout cela obéit
à différentes manières, à différents modes égoïstes de considérer les choses. Il faut absolument qu'on surmonte cet égoïsme et qu'on retrouve un sens d'une cause et d'un engagement collectif. Or, je vois un certain pessimisme dans le pays et en même temps ce sentiment que cet engagement collectif serait nécessaire. Alors, notre combat, c'est évidemment de donner un sens et d'inspirer cet engagement collectif. Et c'est à quoi j'invite tous ceux qui me suivent de participer. Parce que sans cet engagement collectif de chacun, on ne pourra pas s'opposer à cette domination financière qui sponsorise le terrorisme et qui, acculée sur les marchés, tout le monde sait que si les banques n'étaient pas arrosées, elles seraient en faillite, eh bien, acculé, il ira toujours vers la guerre. Et nous devons empêcher absolument cela en touchant ce système, cette machine infernale qui porte à la guerre au cœur. Ce qui veut dire faire un Glass-Steagall, faire une séparation bancaire, qui n'est pas une mesure technique, qui est une mesure qui nous permet de reprendre les rênes de la finance et avoir un crédit public qui permet à l'État d'investir là où il l'entend et là où c'est nécessaire, le remboursement étant fait par les avantages de cet investissement, étant fait dans le futur. Et à ce moment-là, une dette n'est plus une échéance et un besoin de rembourser. C'est quelque chose qu'on crée pour élargir la capacité de produire, la capacité de se développer. Et c'est ça que je vois dans aucun programme. Personne ne pense à ce système de crédit public. Or, ce système de crédit public, c'est ce qui a permis la fondation des États-Unis, avec une méthode, je dirais, républicaine, qui était celle de Hamilton, qui a introduit, et je l'ai ici dans l'article 1, section 8 de la Constitution américaine, l'idée que c'est le Congrès des États-Unis qui émet du crédit dont profite le Trésor public pour investir dans ce qui est utile au développement de l'économie. C'est précisément le contraire que nous avons fait dans l'Union européenne. C'est pour ça qu'il faut en sortir, parce que l'Union européenne est une affaire aux mains de faux monnayeurs et, je dirais, de criminels financiers. Comme de même, aux États-Unis, la Réserve fédérale joue ce rôle, le même que la Banque centrale européenne. Donc, il faut libérer les pays du monde transatlantique, les États-Unis, les pays européens, de cette emprise d'un système criminogène qui pousse au crime, parce que jamais les fraudes financières ne sont condamnées, jamais elles ne sont touchées par des décisions de justice. On l'évite parce qu'il y a le chantage permanent. Si vous bougez un domino, tous les autres dominos partiront. Donc, voilà, il y a une réaction à avoir, et pour cela, il faut enseigner au peuple ce qu'est vraiment l'économie. L'économie, ce n'est pas faire des profits, faire la somme des profits et obtenir un produit intérieur brut. L'économie, c'est des découvertes de principes physiques nouveaux appliqués sous forme de technologie qui permettent un développement général. Et c'est dans ce sens qu'il faut aller et se reprendre. Encore une question concernant la sécurité. Là, ça touche directement à la sécurité, les problèmes de sécurité liés dans les manifestations. D'un côté, on a des casseurs, de l'autre, la police manque cruellement de moyens. Alors, dans ce contexte, vous avez envoyé un tweet récemment qui dit que le choix de la stratégie de tension créée par l'interdit de manifestation est à comparer à l'Italie des années 70-80. Pouvez-vous expliquer ? Dans les années 70-80, on a une politique qui est une politique d'adaptation aux puissances financières en place, où il n'y a pas de développement réel, et où la police ne reçoit pas d'instructions pour sévir contre ce qu'on appelait à l'époque les autonomies, c'est-à-dire les brigades noires, l'extrême droite, et aussi une gauche plus ou moins liée à cette extrême droite. En tout cas, une gauche qui pratique ce que Georges Sorel appelait la violence régénératrice. Et cette violence, c'est le novateur commun aujourd'hui. Vous voyez, c'est en France la forme que prennent ces
autonomistes, tous ces anarchistes, qui ne sont ni autonomistes ni anarchistes, ce sont des violents, des black blocs qui sont là, prêts à se battre et prêts à en découdre, et qui tombent dans une violence du même type que celle qu'on peut voir dans les jeux vidéo. Et de ce point de vue, le problème n'est pas que la justice ou la police n'ont pas de moyens, c'est qu'ils n'ont pas d'instruction. Ils n'ont pas d'instruction claire. Les instructions claires, c'est, je sais, beaucoup de ces gens ont fait l'objet de procédures. Mais les instructions claires, c'est ne pas utiliser des moyens, bien entendu, qui soient des moyens, comme on dit, létaux, des moyens qui peuvent porter atteinte aux personnes physiques, mais ne pas hésiter, en relation avec les services d'ordre des syndicats, à isoler les casseurs des manifestants légitimes. Les manifestants légitimes ont droit à une protection de la police, les casseurs ont droit aux juges, les juges. Voilà. Je me permets de rajouter une question qui avait été posée par une personne de Romans-sur-Isère. Est-ce que vous ne pensez pas que dans le contexte actuel, le gouvernement ne se situe pas dans une impasse, en fait, je veux dire, par rapport à des manifestants un gouvernement qui bloque les manifestations et en même temps des manifestants qui ne cèdent pas parce qu'ils savent qu'ils sont menacés en fait, par une loi qui contraint complètement leurs droits en termes de travail. Jusqu'où on peut aller comme ça, en fait? Tout le monde est dans une impasse aujourd'hui, parmi les gens qui ont des responsabilités. Pourquoi on est dans une impasse? Parce qu'on ne veut pas traiter le vrai problème. Encore une fois, le vrai problème, c'est ces prédateurs financiers qui créent un environnement dans lequel il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espoir de développement, dans lequel on joue le diviser pour régner. Et aujourd'hui, si on voit en France, qui a un intérêt commun pour une politique qui soit différente de l'actuelle, cette politique de soumission volontaire aux intérêts financiers de la gauche, mais aussi de la droite qui se prépare à faire pire? Il faut voir la réduction des dépenses publiques qu'ils envisagent. Même certains candidats de la droite disent qu'ils ne gagneront jamais de cette façon. Mais tout le monde est dans une logique de contraction. Alors, que faut-il faire pour en sortir? Et c'est là qu'il faut prendre le contrôle par l'État, par un État citoyen, bien sûr, où les citoyens seront plus représentés. Il faut prendre le contrôle du gouvernail économique. Aujourd'hui, on l'a perdu. Ce n'est pas une impasse, c'est un bateau ivre qui erre selon les vents et les flots. Donc, il faut reprendre une autorité. Et seul l'État peut avoir cette autorité, un État citoyen, encore une fois, vis-à-vis de ses intérêts financiers. Il représente le seul point, le seul élément qui puisse les arrêter. Alors, il doit entraîner derrière lui tous les gens qui ont intérêt à combattre ces intérêts financiers. Ça veut dire les travailleurs, ça veut dire les employés, ça veut dire tout le monde des PME et des artisans qui ont un intérêt commun et qu'on essaye de diviser les uns contre les autres. Je pense à ces jeunes filles innocentes et irresponsables qui avaient un grand panneau sous le pont d'Avignon, nous pendrons tous les patrons. Eh bien, ce n'est pas les patrons qui sont le problème aujourd'hui. Le problème, c'est les managers des grandes sociétés du CAC 40, directement affiliés, le plus souvent, à ces intérêts financiers dont je parle. C'est là que, dans ces sociétés du CAC 40, où ces intérêts financiers, ces mégabanques, ces grandes banques, ont au moins 2, 3 représentants au conseil d'administration, c'est l'oligarchie des incapables qui est incapable de sortir de ce que vous appelez l'emprise. Donc, voilà, il faut que le peuple se manifeste. Or, pour l'instant, le peuple ne se manifeste pas. J'ai vu moi-même beaucoup de représentants de ce peuple, d'élus de ce peuple, qui veulent quelque chose. Mais ils attendent des inspirations, ils attendent de quelqu'un les oriente. Ils ont besoin d'une orientation. Et c'est ce que nous essayons de faire, et nous essaierons de faire dans cette élection présidentielle. J'ai dit, si je suis élu, la première chose que je ferai, c'est rétablir l'État au gouvernail de l'économie, la fameuse séparation bancaire, pour commencer, et le crédit public, et la Banque nationale, de rétablir l'État au gouvernail de l'économie, et pour ça, il faut sortir de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro tels qu'ils sont. Parce qu'on ne pourra pas le faire, on ne pourra pas rétablir ce pouvoir de gouverner sans être libre de le faire. Mais pas pour un repli national, pour être un exemple pour le monde. Et un exemple pour le monde avec une coalition
je dirais, des gens qui sont victimes de cette crise qu'il faut rassembler. Et c'est là que, si je suis élu, la première chose que je ferai, c'est ces trois choses: séparation bancaire, banque nationale, crédit public, un crédit qui est remboursé par les projets que l'on fait, par les avantages des projets que l'on fait dans le futur, qui est un pari sur l'avenir, comme le disait Louis Armand. Et si je ne suis pas élu, eh bien, que les gens qui soient vainqueurs le sachent, je serai un molosse attaché à leur basque. Je dirais après eux, comme on disait dans le vieux temps, ou je dirais un loup, puisque à un moment, voilà, les loups attachés à leurs traces, puisqu'on dit que les meutes de loups sont particulièrement intelligentes, peut-être plus que le pauvre ours, j'étais dans les Pyrénées, qui s'attaque dans le désordre aux brebis. Eh bien, il faut être organisé. Soyons organisés au moins, comme le sont certains animaux. Or, je vois le peuple français pas du tout organisé, même pas à ce niveau-là. Donc, organisons-nous, et c'est là ce que je vous demande. On va refaire un petit détour précisément sur une question économique et sur la loi El Khomri, parce qu'en fait, il y a plusieurs questions en fait, de gens qui témoignent en tant que chefs de petites entreprises, de PME et de PMI, qui sont étranglés par la fiscalité et par le manque de souplesse, et qui ne voient pas en fait tous dans la loi El Khomri que des aspects négatifs. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Non. Ce qui est fondamental dans la loi El Khomri, c'est qu'on cherche à faire avaler aux Français le fait que de faciliter les licenciements permet d'accroître les embauches. Pour moi, c'est gribouille disant qu'en sautant au fond de la mare, il va échapper à l'orage. Bon, ça ne marche pas, c'est absurde. Donc ce principe absurde ne peut pas être admis. Maintenant, il y a quelque chose de très différent entre les grandes entreprises, les très petites entreprises, les TPE, les petites et moyennes entreprises, les PME, et les établissements de taille intermédiaire, les ETI. Et on sait que dans une petite et moyenne entreprise, par exemple, il y a un climat généralement familial. Le patron est proche, le connaît. On ne peut pas avoir les mêmes règles que dans une très grande entreprise du CAC 40. Dans une très grande entreprise du CAC 40, la loi El Khomri est faite pour détruire autant que possible les acquis sociaux qui ont été faits par des luttes syndicales dans le passé. Dans les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, qui sont quand même de l'ordre des 2/3 dans un investissement, avec les collectivités territoriales. Là, la chose se passe différemment. Dans une petite et moyenne entreprise, ça se passe comme dans un conseil municipal de petite ville. Dans ce conseil municipal, il y a des gens qui vont du Front National au Front de Gauche. Ben, ils travaillent ensemble, parce qu'il y a un projet. Ben, là aussi, il faut un projet. Et c'est l'absence de projet qui est le signe marqueur de ce gouvernement et de celui qui l'a précédé. Il faut un projet nous portant vers l'avenir et traitant les vrais problèmes. C'est pour ça que, portant ce projet, je pense que nous sommes le vote utile, le vrai vote utile. Que les autres, on l'a bien vu, après les votes de ces 2 dernières élections présidentielles, sont des votes inutiles. Le vote utile, c'est celui qui définit ce qu'il faut faire pour l'avenir, qui définit un plan de bataille pour cet avenir. Et là, pour revenir à la question, je suis convaincu qu'il y a en France une ressource très profonde de gens qui peuvent donner beaucoup. Mais ceux-là doivent s'unir et abandonner leur pessimisme. C'est le moment de retrouver l'espérance dans le combat. Ah, je sais que certains ont parlé à droite, comme à gauche d'ailleurs. Marine Le Pen, tiens, une France apaisée. Mais moi, je ne suis pas pour une France apaisée. Je suis pour une France qui se bat pour la justice et qui arrive à la paix par le développement mutuel, mais qui n'est pas apaisée comme ça à un certain moment par je ne sais quel effet d'un parti politique arrivant ou n'arrivant pas au pouvoir. Il faut une France debout et qui combatte. Et je ne vois pas des dirigeants politiques capables d'inspirer cet enthousiasme, cet amour du beau dont parlait Lazare Carnot lorsqu'il a assuré la victoire des armées de la République en 1793-94.
dans l'actualité actuelle, il serait difficile d'imaginer une France apaisée. Demain, nous sommes le 23 juin. C'est demain qu'a lieu en Angleterre le vote sur le Brexit. À ce sujet, je voudrais lire une question qui nous est posée par John, qui habite en Bourgogne. Alors je lis. Jusqu'à l'assassinat de la députée britannique pro-Union européenne, il existait, selon les sondages d'opinion, que le Brexit l'emporterait. Les sondages d'après l'assassinat semblent montrer un changement d'intention de vote pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. La députée britannique a-t-elle été un sacrifice utile, entre guillemets, pour les partisans du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, si jamais ces derniers l'emportent lors de ce référendum? Il n'y a qu'un doute, sa mort a été exploitée. Maintenant, pour le reste, on trouve toujours des déséquilibrés mentaux qui se livrent à la violence. C'est, semble-t-il, ce qui s'est passé. Elle a été exploitée en essayant de jouer sur la corde émotionnelle. Or, je pense que certaines émotions sont légitimes si elles sont attachées à la raison. En ce qui concerne l'Angleterre, Brexit ou pas Brexit, le problème, c'est la City de Londres. Ce n'est pas qu'elle soit dedans ou dehors, c'est qu'elle est une vérole qui se communique tous azimuts. Donc voilà ce qu'il faut arrêter. Le Brexit, en soi, bon, c'est quelque chose qui excite. Certains, moi, c'est une question qui ne m'excite pas. Je reconnais que c'est mieux posé en Angleterre que le référendum en France. Il n'y a pas oui ou non, il y a remain or leave. On reste ou on part. Au moins, c'est clair. Mais le fond du sujet, lui, ne l'est pas. La City sera de toute façon là. Il y a des gens de la City qui espèrent faire plus d'affaires et embobiner l'Inde, la Russie et la Chine, qui sont plutôt pour partir. Et d'autres qui ont plus d'affaires en Europe et qui veulent continuer à communiquer leur vérole, sont plutôt pour rester. Et la reine d'Angleterre elle-même a fait savoir que sortir ne serait peut-être pas un drame. Donc, vous voyez bien que le sujet n'est pas aussi fondamental qu'on veut nous le faire croire. Ce qui est fondamental, c'est le choc que ce sujet peut créer et les précautions qu'on a essayé de prendre. Les banques européennes et la Banque d'Angleterre, Brexit ou pas, se sont associées pour mettre des liquidités, comme ils disent, à disposition des différentes banques pour éviter qu'il y ait une catastrophe à court terme. En réalité, on va ainsi accroître encore le montant des liquidités qui circulent. Et le problème, c'est de sortir d'un régime de liquidité et de monnaie et de passer à un régime de crédit public où, avec le crédit, on fait des choses. Et avec ces choses utiles pour l'État, pour la nation, pour l'avenir, pour l'humanité, on crée les moyens de rembourser le crédit. Si on fait du crédit, comme on l'a fait avec ces allègements quantitatifs ou autres, pour entretenir les forces financières en place, eh bien, c'est ce que j'appelle la vérole financière, c'est tout. C'est un système qui est fait pour entretenir le système en place. Il y a la HSBC, entre autres, la Hong Kong and Shanghai Bank, qui a fait un grand rapport sur les sociétés américaines. Mais les sociétés américaines, depuis quelques années, ont emprunté 2100 milliards de dollars pour racheter leurs propres actions. Est-ce que ce crédit, cet emprunt, est quelque chose d'utile à l'économie, qui va permettre de mieux vivre aux gens, de développer les moyens de l'entreprise? Pas du tout. Le seul effet, c'est de créer encore plus de liquidités qui circulent, encore plus de crédits, sans développer l'économie physique. Et la courbe est exponentielle. 2100 milliards en quelques années, mais en 2015, plus de 700 milliards. Donc, on a ce système qui s'entretient lui-même comme une sorte de machine folle, infernale. C'est ça qu'on appelle le capital fictif. Ce n'est pas un vrai capital. Dans un vrai capitalisme, le capital correspond à une production réelle de richesse, bien ou mal répartie. Il faut combattre pour qu'elle soit bien répartie. Mais là, ce n'est plus une production réelle de richesse. C'est un argent qui entretient des pouvoirs et des rapports de force. C'est très différent. Et comme ces rapports de force et de pouvoir sont insatiables, ils veulent aller à l'Est, dans une marche vers l'Est, vis-à-vis de la Russie, de la Chine et de l'Inde.
Et nous-mêmes, nous avons tout intérêt à nous associer contre les pilleurs. Quels que soient par ailleurs les problèmes d'oligarques qu'ont la Russie, la Chine et l'Inde. Nous avons intérêt à nous associer avec les gens qui veulent au moins une stratégie gagnant-gagnant. Et qui ne seront pas parfaits, parce que ce monde est toujours imparfait et pénétré par des intérêts financiers, y compris la Russie, la Chine et l'Inde. Mais nous avons intérêt à jouer cette politique-là, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et pas d'être à la disposition de la City et de Wall Street. Alors justement, par rapport à la question des pays, des BRICS, etc., il y a une personne là de Besançon, Rémi de Besançon, qui pose la question a trop insisté sur l'ouverture économique vers la Chine et les BRICS, certes souhaitable à dose contrôlée. Ne craignez-vous pas de promouvoir un monde de marchands du temple, d'épiciers qui ne tarderont pas à devenir banquiers puis financiers, quand il faudrait promouvoir un modèle social, soutenu par un bon modèle fiscal, protégé par un protectionnisme raisonnablement dosé, destiné à éviter le dumping? Il ne s'agit jamais de se soumettre ou de ramper. Et c'est mal de me connaître que me soupçonner de cela. Très mal me connaître, pour ce correspondant sympathique. Il faut penser l'avenir. Et pour un pays comme la France, pour penser cet avenir, bien sûr qu'il faut protéger ceux qui produisent et ceux qui travaillent. Bien sûr qu'on ne l'a pas fait. Mais comment peut-on le faire? En s'associant par des accords à long terme avec ceux qui ne veulent pas nous piller. Aujourd'hui, il y a ce TAFTA, le traité de libre-échange transatlantique, qu'on appelle le traité transatlantique d'investissement et de partenariat. C'est plus élégant, TTIP. Mais on résiste, tant bien que mal. Mais il y a déjà CETA, c'est le même traité avec le Canada. Or, ce traité avec le Canada est une sorte de cheval de Troie qui permet d'entrer en Europe les mêmes intérêts anglo-américains qui voudraient bénéficier de TAFTA ou de TTIP. Donc, on s'est fait avoir. Et on s'est fait avoir parce qu'on ne résiste pas. Et l'esprit de résistance, c'est d'abord ne pas se faire avoir. Et avoir un projet pour après qui peut rassembler des gens. C'est ce que je disais, j'ai rencontré un élu qui lisait Le Monde d'avant de Stefan Zweig, qui est le regret, le retour en arrière, une sorte de Front National, beau genre. Ah, le monde d'avant. Ah. C'est le monde d'après auquel il faut penser. Et la France, lorsqu'elle a pensé au monde d'avant, c'est toujours, excusez-moi du terme parce qu'il a été mal utilisé souvent, c'est toujours moisi. Le monde d'après, c'est le monde pour lequel elle doit se battre. En s'inspirant de ceux qui, dans le monde d'avant, ont tout fait pour qu'il y ait un futur. Et à notre tour, nous devons nous inspirer de leur combat pour que nous donnions aussi les moyens d'un futur. C'est cela, être inspiré par ceux du passé et vivre avec eux. Et je pense qu'un grand homme d'État comme De Gaulle ou un grand inspirateur comme Lyndon LaRouche ont toujours vécu avec dans leur esprit ces gens qui ont combattu dans le passé. Non pas pour dire qu'ils sont parfaits, les admirer et trouver qu'il faut les imiter comme un chien imite ses maîtres, mais pour être inspiré par eux, pour avoir le même état d'esprit, explorateur, curieux, de développement, d'agapé, c'est-à-dire aimer les capacités créatrices des êtres humains pour l'avenir. Et c'est cela qui est notre mission. Et si nous avons organisé un parti politique, ce n'est pas pour faire une somme de tâches qui nous permettent d'arriver au pouvoir, mais c'est pour inspirer une autre orientation à notre société. Et nous sommes devant une crise de civilisation. Et c'est à elle qu'il faut faire face. Nous avons beaucoup de questions qui nous arrivent également concernant la sortie de l'euro. Il y a plusieurs auditeurs comme Yves de Saint-Chamond dans la Loire qui s'interrogent sur la sortie de l'euro et aussi Marilène de Guérande. Alors je lis la question de Marilène. Vous souhaitez sortir de l'euro? Ok. Par contre, comment allons-nous vivre la période intermédiaire? C'est-à-dire, quelle monnaie allons-nous utiliser?
comment cela va se passer concrètement sur nos feuilles de paye? Cela va-t-il s'étaler sur un mois ou plusieurs mois de transition? Je pense que les Français ont besoin d'être rassurés sur cette sortie. Il y a tellement de mouvements sociaux en ce moment qu'une angoisse mal gérée sur ce sujet peut dégénérer de manière violente. Voilà donc comment techniquement allez-vous faire pour expliquer aux Français les étapes à passer et les rassurer sur leur salaire mensuel en euros ou dans une autre monnaie? C'est plus moral que technique. L'euro, en tant que tel, nous conduit droit dans le mur. C'est-à-dire c'est une politique de contraction à l'échelle européenne et qui, dans le cadre de ce système financier, ne pourrait être, disons, transitoirement résolu qu'en faisant ce qu'a fait Hitler, c'est-à-dire en pillant la substance d'autres pays. C'est ce que font les financiers. C'est du Hitler soft, je dirais. Il faut être précis quand on parle. Donc, pour ce qui sortir ou pas de l'euro, dans tous ces débats en France, je vois une majorité qui serait pour en sortir et qui n'aime pas, mais une majorité encore plus grande qui a peur et qui ne veut pas en sortir. Alors ça me rappelle le mariage de Panurge. Je ne sais pas si vous avez lu Rabelais. Dans le mariage de Panurge, Panurge doit décider s'il va pas ou s'il va se marier. Est-ce qu'il doit se marier ou pas? Et il se dit, si je me marie, je risque d'être cocu. Et si je ne me marie pas, je serai frustré. Donc je ne sais plus, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui est le pire? Et l'histoire de l'euro me semble se situer dans le même contexte qui n'a pas de sens. Vous voyez, si vous attendez trop, il va vous arriver à ce que j'ai vu dans une très jolie église Cardouin d'Ordogne, où on voit Campaspe, la maîtresse d'Alexandre, chevauchant Aristote. Pourquoi? Parce qu'Aristote voulait beaucoup coucher avec cette femme, et que Alexandre et elle ont conçu un petit complot, et elle a dit à Aristote, si je me mets à cheval sur toi et avec un mort dans la bouche, et on la voit tirant le mort dans la bouche, je coucherai avec toi. Alors voilà, elle monte sur Aristote, et à ce moment-là arrive Alexandre qui se met à rire, et Aristote apparemment ne l'aurait pas pardonné puisqu'on dit qu'il l'a empoisonné, Alexandre. Donc voilà l'histoire. Alors si on pense à l'affaire de l'euro, il ne faut pas se mettre dans le risque qu'à force de rester, de vouloir avoir peur ou avoir un désir, on nous monte dessus. Ce qu'il faut, c'est être dans l'état où on a une monnaie qui sert l'économie physique, l'économie productive et l'économie de demain. Alors, pour l'euro, c'est plus simple qu'on ne le pense. Beaucoup vous disent, et Gaël de Calan, un des principaux conseillers de Juppé, pour attaquer le Front National, a dit que sortir l'euro nous coûterait très cher, augmentant de 20%, puisqu'il y aurait une dévaluation, dit-il, qui va de soi, de notre dette, une augmentation de notre dette. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'il y a la loi monétaire, la loi Lex Moneta, qui dit qu'une dette se rembourse dans la devise du pays qui l'a contractée. Or, nous avons contracté en francs, enfin dans notre monnaie nationale ou en euros, devant des tribunaux français. Donc devant des tribunaux français, c'est la monnaie française qui compte. Si à un moment c'est l'euro, à un autre moment c'est le franc. Et on paye dans cette monnaie-là. Donc c'est clair. Même Jean-Marc Daniel, qui est un économiste libéral et qui est contre la sortie de l'euro, le reconnaît. Donc pas de problème de dette, au contraire, je dirais, si on est un peu cynique. Maintenant, en ce qui concerne l'investissement, est-ce qu'on serait coincé, perdu? Est-ce que les taux d'intérêt augmenteraient? Peut-être. Mais regardez ce qui arrive dans l'euro avec des taux d'intérêt négatifs. Je ne sais pas si vous le savez, mais avec des taux d'intérêt négatifs, les obligations rapportent très peu, ce qui est une menace pour les sociétés d'assurance et même pour les banques. Et ce que font, et vous voyez les statistiques faussées, ce que font, ou ce que fait l'agence France Trésor, qui gère notre dette, elle fait des primes à l'émission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les obligations que détient le Trésor, l'État français, ces obligations ont des taux d'intérêt plus élevés que les obligations d'aujourd'hui. Donc, si on les vend pour plus de leur valeur faciale, la valeur qui est inscrite sur elles. Parce que comme elles ont un taux d'intérêt plus élevé que celle d'aujourd'hui, elles valent plus. Donc, l'agence France Trésor vend ses obligations
ramasse une différence, qui est une prime, et qu'est-ce qu'elle en fait? Soit elle s'en met une partie dans la poche, soit par une autre partie, elle s'endette à court terme à des taux d'intérêt négatifs. Donc, on fait un avantage sur une obligation qui représente de la dette pour se procurer de l'argent avec lequel on s'endette encore davantage à court terme, parce que les taux d'intérêt sont négatifs. C'est quand même un curieux jeu. Et à long terme, cela veut dire qu'on reporte la charge sur les générations futures, au sein du système de l'euro tel qu'il est. D'autre part, ce système de l'euro empêche d'avoir une politique de crédit productif. Elle la bloque. Alors, y rester, c'est se condamner à l'étouffement. En sortir, c'est un risque, mais moins grand que d'y rester. En sortir, c'est un risque, et avoir du courage politique, c'est toujours un risque. De Gaulle, lorsqu'il est parti à Londres en 18 juin 1940, et tous les gaullistes et tous les non-gaullistes qui sont partis à Londres seraient peut-être plus peinards d'y pas être allés pendant au moins 2 ans, comme on dit. Donc, aujourd'hui, sortir de l'euro est en effet un risque, mais que l'on peut très bien calculer. Les billets émis ont tous un signe retraçant l'origine nationale. Donc, on peut prendre ces billets-là, quitte à remettre l'origine nationale sur d'autres, continuer à opérer et dire aux autres pays, nous sommes tout à fait d'accord pour avoir à la frontière de l'Europe, dans les pays qui sont dans l'euro, et ceux qui ne veulent pas qui sortent, une monnaie qui ne sera pas une monnaie unique, mais une monnaie commune vis-à-vis de l'extérieur. Et ça se négocie. Ça se négocie en particulier avec l'Allemagne. Grand problème, on vous dit, restons dans l'euro, restons dans l'euro, restons dans l'euro. Bon. Les Allemands ont des réserves énormes. S'il y avait une solidarité au sein de l'euro, c'est 200 à 250 milliards qui devraient reverser par solidarité aux autres États. Ils disent absolument non. C'est pour nous. Et en plus, cet argent allemand est investi en grande partie en dehors de la zone euro. Donc voilà comment fonctionne l'euro, avec en plus la City qui attire tous les capitaux spéculatifs, sans qu'on puisse se défendre, puisque la Banque de France ne peut plus avancer au Trésor de l'argent dans le système de l'euro. Donc on est condamné, pour pouvoir investir, à emprunter auprès de qui? Auprès des banques. Et les banques nous prêtent à des taux plus élevés qu'elles n'empruntent. Et pourquoi elles n'empruntent pas à des taux plus élevés? Parce qu'elles ont notre garantie implicite, qu'elles pourront être soutenues par l'État, ou si l'État n'y suffit pas, ils prendront les dépôts des épargnants. Donc ils prendront les dépôts des épargnants et bien entendu auparavant des actionnaires. Donc on trouve que c'est une bonne garantie et on préfère jouer de ce côté-là plutôt que d'investir dans autre chose. Donc il se crée tout un système malsain au sein de l'euro que les gens ne réalisent pas. Ils croient que l'euro est quelque chose qui nous protège. C'est quelque chose comme les maillots de l'équipe de Suisse qui sont 2 ou 3 déchirés. C'est la même chose, je ne veux pas faire d'autres comparaisons plus déplaisantes. Alors, il nous reste 10 minutes pour finir cette émission. Donc, on va conclure par 2 questions. La première de Jean-Louis de Brest, qui dit « Que proposez-vous pour aborder ou s'aborder la corruption telle que décrite par Vincent Payon et hélas subie dans ses effets par l'immense majorité parce que trop, c'est trop ». Qu'est-ce qui est trop? La corruption. Moi, je crois que c'est le trop-plein des politiques qui veulent se présenter à la présidence. Trop, c'est trop. C'est là la corruption. La corruption du pouvoir et du désir du pouvoir. Pour ceux qui se présentent sans projet, sans programme, et simplement comme ils font fait aujourd'hui les enfants par rapport aux caprices du moment. Là, c'est la corruption. Et il y a une corruption très profonde. C'est notre grand ennemi, parce qu'on a réussi à corrompre le peuple. Parce que l'exemple d'en haut, c'est celui de criminels, souvent bien habillés, encore mieux que moi aujourd'hui. Moi, je fais pour les gens qui m'écoutent, eux le font pour, entre eux, créer un monde à part. Et ces gens-là
sont des criminels par définition. Ce qu'ils ont fait sur le Libor, où ils fixaient entre eux les taux d'intérêt pour piller tout ce qu'ils pouvaient piller. Et le Libor, pareil. Vous croyez que ces choses-là sont punies? Jamais. On leur donne une petite tape sur le dos. Si les États-Unis punissent la BNP Paribas parce qu'ils veulent favoriser leur banque contre la BNP Paribas qui a voulu se faire grenouille aussi grosse que le bœuf. Mais c'est un monde de requins. C'est comme des requins qui sont dans les dark pools, comme disent les Anglais, les piscines sombres. Alors, entre eux, ils se mordent, tant qu'ils peuvent. Mais dès qu'un étranger arrive près de la piscine, ils essayent tous de l'attraper et de l'entraîner au fond. Donc, voilà la situation. C'est ça, le monde financier international aujourd'hui. Et ce monde porte en lui sa propre destruction. Ce que disent certains, c'est que ce nouveau capitalisme est devenu criminel et que la démocratie qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui, c'est fini. C'est ce que dit JP Morgan Chase dans son rapport de 2013, en toutes lettres. Dans la zone euro, c'est que le début. Toutes les constitutions qui ont été faites, et les règlements et les lois qui ont été faites pour protéger le travail, loi El Khomri, maintenant, on doit s'en débarrasser peu à peu, pas d'un coup, ça serait trop évident. Enfin, pas d'un coup tout de suite, peu à peu, pour que les gens qui pensent que leur pension, que leur retraite seront toujours ce qu'elles sont, ben, déchantent un peu. Parce qu'il faut bien être solidaire, hein. Solidaire avec les intérêts financiers, bien sûr. Il faut bien être, que les salariés pensent que leurs salaires doivent être flexibles, qu'ils n'occuperont pas toujours le même emploi et qu'il y aura un risque à courir. Et que probablement, il faut faire un salaire de type nouveau, ni CDI ni CDD, mais qui soit un CDI où on a très peu de garanties au départ et de plus en plus au fur et à mesure du temps, mais où les entreprises elles-mêmes étranglées utiliseront au départ peut-être ce nouveau contrat, puis au bout de quelques mois mettront à la porte des gens et en prendront à leur tour d'autres. Donc il n'y a plus de protection mutuelle assurée. Il y a un système que les gens ne voient pas. Si, ceux qui ont des enfants le voient, parce qu'ils voient des enfants qui ont Bac plus 8 et qui n'ont que des CDD. Ils voient leurs petits-enfants, et même leurs ados, surtout leurs ados à partir d'un certain moment, jouer à des jeux vidéo assez étranges, promouvant la violence, la cupidité, le gain immédiat, qui ne vont pas, disons, rendre pervers tous les enfants qui les regardent, moins pervers en tout cas que le jeu lui-même, mais qui drainent leur capacité d'attention. Et ils perdent leur capacité d'attention, ils perdent leur temps de sommeil, et on a une société où les jeunes ont moins de temps de réflexion et de temps pour penser parce qu'ils sont accaparés par l'immédiateté. Et l'extrême est Google, qui maintenant a mis en place toute une série de captations de données pour arriver à savoir avant nous ce que nous voudrions et nous le fournir. Électoralement, c'est la même chose. C'est comme ça qu'Obama a été élu, en servant aux gens ce que les sondages lui avaient dit qu'il attendrait, en ayant des informations sur, disons, les 2/3 des Américains, et organisant un porte-à-porte par rapport à ça. En France, certains l'ont essayé, mais on ne peut pas tous les jours réussir, surtout quand on est le dernier à le faire, on se fait macroner. Donc voilà. Donc là, depuis le début de l'année dernière, il y a eu quand même toute une série de chocs dans différents pays d'Europe, de chocs électoraux, où on a vu beaucoup d'outsiders sortir des fois de nulle part, des gens qu'on n'attendait pas, et des grands partis qui ont été balayés. En particulier, on a vu l'élection de la nouvelle maire de Rome ce week-end. Alors dans ce contexte, effectivement, ça pose un certain nombre de questions ici, puisque vous êtes candidat pour l'élection présidentielle de 2017. Et dans ce contexte, voici la question qui est posée par Jean-Claude de l'Aveyron. Bonsoir, Monsieur Cheminade. Vous êtes bien conscient que si vous accédez à un certain niveau de représentativité, et c'est tout ce que je vous souhaite,
Vous allez déranger le système et donc risquer de vous attirer ses foudres avec tous les risques que cela comporte. J'aimerais avoir votre avis sur la question. Merci à vous et continuez. Le risque, ça m'a toujours plu. Et je pense que c'est une des choses qui fait vivre. Lorsqu'il est pris pour une juste cause. S'il est pris pour sauter avec un élastique du haut d'un pont en espérant rebondir comme ça a été prévu, je pense que c'est un exercice abstrait. Malheureusement, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont dans le risque, ils vont pour des raisons physiques, incapables qu'ils sont de prendre ce risque pour des raisons politiques. Et il n'y a pas autour d'eux des gens qui lui donnent cet espoir qu'il y aura un risque plus intéressant à prendre dans le jeu politique qu'en sautant avec un élastique ou en sautant du haut d'une falaise dans la mer. Donc voilà pour le risque. Oui, il y a un risque, mais c'est ce risque qui fait vivre, et quand on affronte des puissants, on doit faire comme David. On doit prendre ce risque, mais avec une fronde. Être capable d'avoir ces frondes qui fera tomber Goliath. Et je pense que cette fronde, pour nous, c'est vous qui m'écoutez. Et il est temps que vous soyez plus fronde pour continuer et développer ce combat. Et beaucoup de gens vous attendent. Ce que j'ai vu en France, dans ma tournée récente dans le Sud, c'est des gens qui sont dans l'attente de quelqu'un qui soit pour eux une référence. Et ça, nous devons l'être tous. On dit qu'Hollande devrait faire président, mais chaque Français devrait faire président à sa façon et se battre de cette manière. Et là, ça devient inspirateur, ça devient drôlement inspirateur. Et vous savez, même le directeur de l'Express a dit que dans cette élection, on assisterait à l'apparition d'un objet politique non identifié, un OVNI. Alors moi, on m'a traité d'OVNI, donc du V au P. Je pense qu'il y a une forte possibilité que ce soit possible si on avait les moyens. Et on a très peu de moyens. Vous n'avez pas idée. Vous avez une idée de l'accaparement financier du pouvoir, tous ceux qui m'écoutent, puisque vous m'écoutez depuis un certain temps. Mais vous n'avez pas une idée de l'accaparement politique du pouvoir grâce au financement officiel des partis politiques. Alors, je ne ferai pas toute une explication aujourd'hui, mais c'est, comme l'ont fait certains aux États-Unis ou en Angleterre, c'est en apportant des petites et des moyennes contributions, mais en masse, que vous pourrez combattre ce système. Et de grandes contributions, si vous le pouvez. Mais il faut multiplier ces petites contributions. Et en France, de ce point de vue-là, on attend trop les choses d'en haut, de l'État, de eux, et pas assez de soi-même. Bien, merci beaucoup Jacques Cheminade, merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés ce soir, c'est la fin de ce dialogue avec la Nation. Alors vous avez quelques devoirs de vacances, alors le mieux ça serait que vous partiez carrément pas en vacances et que vous veniez nous rejoindre pour vous mobiliser tous les jours avec nous, mais si vous partez en vacances, vous avez quelques petites choses à faire avant. Alors déjà vous partagez le dialogue avec la Nation sur les réseaux sociaux un maximum. Ensuite, vous allez signer, ça c'est pas nous directement, mais on vous y invite à tout prix, la pétition pour que la France n'aille pas au sommet de Varsovie de l'OTAN et pour qu'elle sorte de l'OTAN sur le site sortirdelotan.fr. Vous pouvez aussi vous joindre aux mobilisations pour promouvoir cette pétition dans les rues le 2 juillet. Et aussi, vous allez sur le site de Jacques Cheminade, sur jacquescheminade2017.fr, et vous cliquez sur le bouton rouge « J'agis ». Et là, vous avez plusieurs propositions, et notamment celle de faire un don. Et ça, c'est absolument fondamental pour garantir tous les jours l'indépendance de notre bataille et le fait qu'elle puisse continuer à avoir lieu. Voilà, merci d'avance et à bientôt. Vous pouvez aussi faire de la plage un instrument d'organisage politique, un moyen de porter les conversations plus haut et plus loin. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens attendent, sont dans l'attente de cette discussion, disons, touchant au vrai et pas aux banalités de tous les jours.